Vous ressentez souvent des douleurs au dos, des troubles de la vision, des problèmes digestifs inexplicables? Souffrez-vous fréquemment de symptômes neurologiques, comme des tremblements de la paupière ou des engourdissements dans les mains? Et si ces symptômes n'étaient en non pas seulement physiques, mais le reflet de quelque chose de plus profond? Dans cette vidéo, on va creuser ensemble. Vous allez découvrir les véritables causes cachées derrière ces signaux d'alarme que votre corps vous envoie et surtout, comment agir avant qu'il ne soit trop tard. Pour commencer, il est essentiel de faire une évaluation personnelle. Posez-vous cette question. Qui suis-je vraiment? Réfléchissez à votre personnalité. Êtes-vous une personne timide, sensible, impulsive, perfectionniste ou quelqu'un qui analyse excessivement chaque situation? Dépendez-vous de l'approbation des autres? Avez-vous du mal à faire confiance ou ressentez-vous de l'insécurité? Sur le plan émotionnel, ressentez-vous de l'anxiété, des épisodes de tristesse ou des attaques de panique? Ensuite, identifiez les facteurs qui déclenchent votre stress. Demandez-vous quelle situation, quelle personne, quel souvenir ou quelle circonstance active votre système d'alerte. Une fois ces déclencheurs mis en lumière, il pourra observer comment sa personnalité influence sa réaction au stress. Par exemple, les personnes prudentes et évitant les risques sont souvent très sensibles aux erreurs et aux rejets. Elles recherchent la sécurité, analysent dans l'avenir et anticipent d'éventuels problèmes. Cependant, sous l'effet du stress, elles deviennent extrêmement vulnérables et émotives, changeant rapidement d'humeur. Elles vont bien, puis se sentent submergées, avant de retrouver leur calme peu après. Un exemple typique serait une personne méticuleuse qui, face à une crise financière, panique, perd le sommeil et devient obsédée par le contrôle de ses dépenses. Les personnes impulsives, curieuses et émotives, quant à elles, sont attirées par la nouveauté, les expériences intenses et l'aventure. Elles sont spontanées, créatives et parfois désorganisées ou impatientes. Elles s'ennuient facilement et agissent souvent avant de réfléchir. Cependant, lorsqu'elles sont confrontées à des situations stressantes, leurs réactions peuvent être excessives, se manifestant par des comportements agressifs ou incontrôlés. Par exemple, une personne impulsive ayant des problèmes au travail pourrait réagir avec colère envers son supérieur ou même démissionner sans y avoir réfléchi suffisamment. D'un autre côté, les perfectionnistes et réfléchis sont des individus méticuleux, disciplinés et persévérants dans l'atteinte de leurs objectifs. Ils ont une forte résistance à la frustration, accordent une grande importance aux détails et détestent les erreurs. Toutefois, sous pression, ils peuvent ressentir une insatisfaction constante, comme si rien n'était jamais à la hauteur de leurs attentes. Ils ont tendance à s'enfermer dans des boucles de pensées négatives, incapables de se détacher du problème. Par exemple, un étudiant perfectionniste, qui n'obtient pas la note espérée à un examen, pourrait se blâmer excessivement et se mettre à étudier de manière obsessionnelle, au détriment de son bien-être. Les personnes sociables et empathiques, elles, apprécient le contact humain, recherchent l'approbation des autres et sont généralement bienveillantes, généreuses et optimistes. Elles sont toutefois très sensibles à la critique et au rejet social. En période de stress, elles peuvent devenir excessivement dépendantes de la validation extérieure, tomber dans des relations toxiques ou adopter une attitude trop conciliante. Si le stress devient trop intense, elles risquent de s'isoler ou même de sombrer dans la dépression. Un exemple concret serait une personne qui, après une rupture amoureuse, développe une obsession pour récupérer son ex-partenaire ou cherche désespérément de la validation sur les réseaux sociaux. Quant aux personnes timides, elles ont tendance à se bloquer complètement lorsqu'elles sont confrontées à des facteurs de stress. Un exemple, les personnes timides confrontées à une tension au travail, ils choisissent le mutisme, jusqu'à ce que tout explose en eux. Lorsque vous comprenez comment fonctionne votre corps et que vous connaissez votre personnalité, il devient beaucoup plus facile de gérer le stress. Vous avez compris le rôle du stress dans la modification de notre comportement. Mais savez-vous ce qui est réellement responsable de l'apparition des symptômes physiques et neurologiques? Laissez-moi vous présenter le cortisol, la principale hormone du stress. Lorsqu'il est sécrété en excès ou de manière prolongée, il affecte le système immunitaire, la digestion, la mémoire, les émotions et le sommeil. Toutefois, un autre élément peut en faire grimper le taux, le manque de sommeil. Pendant le repos, en particulier lors des phases de sommeil profond,
NRM, et de sommeil paradoxal, REM, le cerveau traite les émotions et régule la production de cortisol. Aujourd'hui, prendre soin de ses habitudes de sommeil est plus important que jamais. Un mauvais sommeil perturbe tout le système. Le cerveau ne récupère pas, le système immunitaire s'affaiblit et la mémoire se détériore. Car l'hippocampe, la zone du cerveau responsable du stockage des souvenirs, ne peut plus accomplir correctement sa fonction. C'est comme si tout était en désordre. Et pourtant, dormir suffisamment est devenu un véritable défi. Les écrans, les préoccupations et les habitudes de vie peu saines compliquent l'endormissement et nuisent à la qualité du sommeil. Pour l'améliorer, voici quelques recommandations. Évitez les dîners copieux et l'alcool avant de dormir. Ces deux éléments altèrent la qualité du sommeil. Réduisez l'exposition aux écrans. La lumière bleue des appareils électroniques inhibe la production de mélatonine, l'hormone qui facilite l'endormissement. Cependant, au-delà du repos, il est essentiel de trouver des moyens sains de libérer le stress. L'activité physique est une excellente alliée pour réguler le cortisol. Une pratique modérée permet de l'éliminer efficacement de l'organisme, mais un excès peut produire l'effet inverse et activer davantage le système d'alerte. La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes joue également un rôle crucial. Notre dialogue intérieur influence profondément nos émotions. Nous soutenons-nous ou nous critiquons-nous constamment ? Prendre conscience de ce dialogue est essentiel pour notre bien-être. L'environnement social dans lequel nous évoluons peut également être une source de stress. Identifier les relations qui nous affectent négativement peut nous aider à prendre de meilleures décisions pour notre santé émotionnelle. Enfin, il est important de se rappeler que l'être humain n'est pas conçu pour vivre dans un état d'alerte constant. Le système nerveux sympathique est un outil puissant qui nous prépare à réagir face au danger grâce à la fameuse réponse de lutte ou fuite. Cette réaction a été essentielle à la survie de nos ancêtres, mais si elle était maintenue trop longtemps, elle épuise le corps et favorise l'apparition de maladies. Trouver un équilibre entre les périodes de forte productivité et de repos est la clé d'une vie plus saine et plus durable. Pourquoi est-ce un problème aujourd'hui ? Le système nerveux sympathique ne fait pas la différence entre un danger réel et une situation stressante de la vie moderne. À l'époque préhistorique, son activation servait un objectif précis: fuir un prédateur, survivre à une tempête ou affronter un conflit physique. Aujourd'hui, les menaces sont bien différentes. Pression professionnelle, soucis financiers, réseaux sociaux, embouteillages. Et même si nous ne sommes pas en danger immédiat, notre corps continue de réagir comme si c'était le cas. Le véritable problème est que cet état d'alerte est devenu permanent. Nous vivons avec notre système nerveux sympathique activé sans nécessité réelle, ce qui use notre organisme, perturbe notre équilibre émotionnel et nuit à notre santé. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à déconnecter ce mode d'alerte et à activer le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation, de la récupération et de la régénération. La méditation, la respiration consciente, le contact avec la nature et les connexions humaines ou spirituelles sont autant d'outils précieux pour y parvenir. Lorsque nous réussissons à sortir du mode alerte pour entrer dans un état de calme, notre corps se régénère, l'esprit devient plus clair, l'organisme se répare et même le système immunitaire se renforce, nous permettant ainsi d'affronter plus sereinement les défis du quotidien. Comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment il réagit au stress nous aide à reprendre le contrôle et à ressentir un véritable soulagement. Savez-vous quel est le lien entre les émotions et le stress ? Laissez-moi vous l'expliquer. Il existe une région du cerveau particulièrement impliquée dans la gestion des émotions, notamment en situation de stress ou de danger. Son rôle principal est de détecter les menaces et de générer des réactions émotionnelles rapides, telles que la peur, la colère ou l'anxiété. Cette structure appartient au système limbique et porte le nom d'amygdale. Elle est également responsable de ce que l'on appelle le détournement émotionnel, un phénomène où une émotion intense bloque la pensée rationnelle et pousse à des réactions impulsives. Ce phénomène, aussi appelé la séquestration de l'amygdale, se produit lorsqu'une émotion forte, peur, colère, anxiété, prend le dessus sur la logique. L'amygdale agit alors comme si un danger immédiat était présent, même lorsque la menace est purement psychologique ou sociale. À ce moment-là, la corte préfrontale, la partie du cerveau qui régule la logique,
le contrôle de soi et la prise de décision, se désactivent, laissant place à une réaction instinctive et souvent excessive. Autrement dit, la séquestration de l'amygdale est une réponse automatique du cerveau à un événement perçu comme une menace, déclenchant une réaction émotionnelle disproportionnée. Si ce processus est répété fréquemment, notamment en raison du stress chronique, le cerveau s'y habitue et finit par réagir avec peur ou colère même dans des situations normales. Exemple, une personne qui vit sous un stress constant, pression professionnelle, dette, conflit relationnel, voit son amygdale devenir hyperactive. Résultat, chaque petit problème du quotidien déclenche une réaction excessive de lutte ou de fuite, entraînant une production accrue de cortisol et aggravant encore plus le stress. Comment rompre le cycle de la séquestration de l'amygdale, du stress et du cortisol ? Respiration diaphragmatique et profonde. Interrompt la réponse de lutte ou de fuite. Pratiquer la pause avant de réagir. Prendre 3 secondes avant de répondre à une situation émotionnelle intense. Auto-observation émotionnelle. Se demander « cette menace est-elle réelle ou simplement émotionnelle ?» Exercice de restructuration cognitive. Remplacer les pensées négatives par des pensées plus rationnelles. Bien dormir. Le manque de sommeil augmente la réactivité de l'amygdale et le taux de cortisol. Soigner son alimentation. Éviter l'excès de caféine et de sucre, qui peuvent accroître l'anxiété et l'instabilité émotionnelle. Chaque jour, nous sommes confrontés à différentes situations, mais elles ne nous affectent pas toutes de la même manière. Certains événements nous semblent insignifiants, tandis que d'autres déclenchent une charge émotionnelle intense. Imaginons que vous attendiez un colis important et qu'il n'arrive pas à temps. Si votre journée s'est bien déroulée, vous pourriez relativiser et penser « ce n'est pas grave, il arrivera demain ». En revanche, si vous avez eu une journée difficile au travail, une dispute ou un problème personnel, cette même situation pourrait provoquer une frustration ou une colère disproportionnée. Cela montre que, au-delà de la réalité des faits, ce qui influence véritablement notre réaction est l'interprétation que nous en faisons. Cette interprétation n'est pas figée, elle varie en fonction de notre état émotionnel, de nos expériences passées et du contexte dans lequel nous nous trouvons. Être conscient de la façon dont nous filtrons et analysons ce qui nous arrive nous aide à mieux gérer nos émotions et nos réactions face aux défis du quotidien. Les facteurs qui influencent notre perception des choses. Le premier facteur est le système de croyances. Chaque personne possède un ensemble d'idées préconçues sur la manière dont le monde devrait fonctionner, sur la façon dont elle souhaite être traitée et sur ce qu'elle attend de la vie. Ces croyances couvrent divers aspects, qu'ils soient éthiques, moraux, politiques, sociaux ou personnels. Chacun a des attentes concernant son foyer, son travail, ses relations et son environnement. Lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, la réaction émotionnelle est souvent immédiate. Il suffit d'entendre certains mots, noms ou sujets, pour que notre esprit active une réponse automatique basée sur ses croyances. Même ceux qui se considèrent ouverts d'esprit ont des convictions profondément ancrées, qui dans certains cas peuvent nous devenir limitantes. Nous voulons souvent que nos enfants suivent un certain parcours professionnel, que nos relations se déroulent d'une manière spécifique, que le monde fonctionne selon un ordre précis. Notre perception des événements est largement influencée par ce système de croyances, qui est l'un des aspects les plus difficiles à modifier. Une fois qu'une idée est profondément enracinée, la remettre en question devient un véritable défi. Le deuxième facteur est l'état émotionnel, qui joue un rôle fondamental dans notre interprétation de la réalité. Lorsqu'une personne est de bonne humeur, elle a tendance à percevoir les choses de manière plus positive. À l'inverse, la fatigue, la tristesse ou l'irritabilité peuvent amplifier négativement la perception d'un événement, même mineur. Notre état d'esprit dépend de nombreux éléments. Un manque de sommeil rend l'esprit plus réactif et moins tolérant face aux problèmes. Les mouvements du corps influencent également nos émotions, car le cerveau reçoit en permanence des signaux liés à la posture et à l'activité physique. Même nos expressions faciales jouent un rôle clé. La théorie de la rétroaction faciale suggère qu'un simple sourire, même forcé, peut activer la production de neurotransmetteurs du bien-être. La perception de la réalité ne repose donc pas uniquement sur les faits, mais aussi sur nos croyances et notre état émotionnel au moment où ils se produisent. Prendre conscience de ces facteurs permet de développer une plus grande flexibilité
et une objectivité accrue dans notre manière d'interpréter ce qui nous arrive. Exemple, si vous passez une mauvaise journée mais que vous faites l'effort de sourire, votre cerveau peut interpréter que la situation n'est pas si négative et libérer des neurotransmetteurs qui vous aideront à vous sentir mieux. Le troisième facteur était la personnalité. La personnalité joue un rôle clé dans la façon dont chacun perçoit et interprète la réalité. Les personnes très sensibles ressentent leurs émotions avec plus d'intensité, ce qui impacte directement leur état d'esprit. À l'inverse, ceux qui sont naturellement méfiants ont tendance à voir le monde avec une vigilance accrue, ce qui influence également leur bien-être émotionnel et leur façon d'analyser les événements. Parfois, le chemin vers une vie plus épanouie ne passe pas par un changement des circonstances extérieures, mais par une introspection. Reconnaître les aspects de sa personnalité qui empêchent de profiter pleinement du quotidien est une étape clé. Une personne qui se plaint constamment ou qui adopte un rôle de victime peut grandement améliorer son état d'esprit en travaillant sur ses schémas. En modifiant certains traits de caractère, l'humeur s'améliore automatiquement, ce qui transforme également notre perception du monde. Enfin, le système réticulaire activateur ascendant SRA joue un rôle fondamental. Situé dans le tronc cérébral, il régule l'attention, l'état d'alerte et la conscience. Il fonctionne comme un filtre sensoriel, sélectionnant les informations pertinentes pour le cerveau conscient et ignorant le reste. Tout au long de la journée, notre cerveau est bombardé par une quantité écrasante de stimuli provenant de nos sens, en particulier la vision. Cependant, il ne traite pas tout ce qu'il perçoit, mais se concentre uniquement sur ce qu'il considère important, en fonction des centres d'intérêt et des priorités de chacun. Par exemple, si une personne recherche un emploi dans un domaine spécifique et commence à se préparer dans ce secteur, son cerveau fera tout son possible pour capter les informations liées à ce sujet, ignorant celles qui lui semblent inutiles. Lorsqu'il était bien régulé, le SRA améliore la concentration, la mémoire et l'état d'esprit. En revanche, lorsqu'il est surchargé ou affaibli, il peut entraîner une fatigue mentale, un manque de motivation et une distraction permanente. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à activer ce système de manière positive. Si on l'entraîne à se focaliser sur le négatif, l'esprit sera envahi d'inquiétude et de pessimisme. À l'inverse, si on oriente son attention vers des objectifs clairs et des pensées constructives, notre perception du monde devient beaucoup plus favorable. L'un des principaux inhibiteurs du SRA aujourd'hui est l'usage excessif des écrans. La raison est simple. Les appareils du numérique offrent des gratifications instantanées sous forme de pics de dopamine, procurant une sensation de récompense immédiate. Cependant, cette stimulation constante réduit notre capacité à maintenir notre attention sur le monde réel, créant ainsi une déconnexion avec la vie hors du numérique. Prendre conscience du fonctionnement du système réticulaire et apprendre à le gérer peut transformer notre manière d'expérimenter la réalité. Les meilleures choses arrivent dans la vraie vie. Les dangers de la surstimulation numérique. La vie numérique, avec ses stimulations constantes et ses gratifications immédiates, a un effet paradoxal. Bien qu'elle fournisse des instants de plaisir immédiat, elle laisse un sentiment de vide à long terme. Son mécanisme est similaire à celui des drogues, car toutes deux entraînent des libérations rapides de dopamine, procurant une sensation de récompense momentanée, mais aussi une forme de dépendance. C'est pour cette raison que les addictions aux écrans, à la pornographie et aux jeux vidéo sont aujourd'hui traitées avec des approches similaires à celles utilisées pour les dépendances aux substances. La société moderne a développé une dépendance émotionnelle aux expériences intenses que procurent les écrans, devenant ainsi de plus en plus accros à ces stimuli. Le problème est que cette surstimulation excessive freine le développement du cortex préfrontal, une région essentielle du cerveau responsable de l'attention, de la concentration, de la résolution de problèmes et du contrôle des impulsions. C'est cette partie du cerveau qui nous permet de nous focaliser sur ce qui est réellement important, de faire preuve de patience, d'écouter activement et de réguler notre comportement. Pour comprendre son rôle clé, prenons un exemple simple. C'est le cortex préfrontal qui empêche une personne de manger les chocolats dans une pâtisserie avant qu'il ne lui soit servi, au lieu de céder immédiatement à l'impulsion. Chez les bébés, cette région du cerveau est totalement immature à la naissance et se développe progressivement au fil des années, maturant plus tôt chez les filles
que chez les garçons. Son développement est stimulé par 3 éléments fondamentaux, la lumière, le son et le mouvement. C'est pourquoi un bébé tourne la tête lorsqu'il voit une lumière s'allumer, entend une mélodie ou aperçoit son parent entrer dans la pièce. L'objectif du développement est que, au fil du temps, l'enfant puisse maintenir son attention sur des stimuli moins dynamiques, comme écouter un professeur, suivre une conversation avec un ami ou attendre patiemment dans une salle sans avoir besoin de distraction constante. Un manque d'entraînement dans ce domaine peut affecter le fonctionnement du cerveau à long terme. Si l'on ne développe pas l'attention, la mémoire et la capacité de concentration, l'esprit perd en agilité et devient plus dépendant des stimuli externes pour rester actif. Cependant, le cerveau possède une capacité extraordinaire d'adaptation, connue sous le nom de neuroplasticité, qui lui permet de créer de nouvelles connexions neuronales en réponse à l'apprentissage et à l'expérience. Aujourd'hui, nous savons que l'enthousiasme et l'envie d'apprendre stimulent la migration des neurones vers l'hippocampe, la région responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Autrement dit, cultiver ses centres d'intérêt, défier son esprit et favoriser la concentration permet au cerveau de se renforcer et d'améliorer son fonctionnement au fil du temps. Nous vivons actuellement dans une ère de crise de l'attention. La suropstimulation constante nous empêche de nous concentrer longtemps sur une seule tâche. Tout se déroule à un rythme effréné. Nous passons d'une activité à l'autre sans pause. Nous consommons des aliments aux multiples saveurs en une seule bouchée. Nous visitons des endroits où des dizaines d'événements ont lieu simultanément. Et bien entendu, nous sommes toujours devant un écran. Le problème est que cet excès de stimuli affaiblit progressivement le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de la concentration, de la prise de décision et de l'autocontrôle. Les écrans en particulier offrent une solution rapide à l'ennui et à l'anxiété. Mais lorsqu'ils sont utilisés en permanence, le cerveau s'habitue aux gratifications instantanées et perd la capacité de gérer la frustration ou l'ennui. Et voici le point clé. L'ennui est le berceau de l'émerveillement et de la créativité. Une personne incapable de le tolérer ne développe pas sa capacité à réfléchir, imaginer ou découvrir de nouvelles idées. En outre, le cortex préfrontal joue un rôle fondamental dans la volonté, un facteur qui s'avère souvent plus déterminant que l'intelligence pour atteindre le succès dans la vie. La volonté n'est rien d'autre que la capacité à différer une récompense. Pourtant, dans notre société moderne, nous avons pris l'habitude de vouloir tout immédiatement. Le divertissement, la nourriture, les achats, le plaisir. Pour renforcer la volonté et avec elle le cortex préfrontal, il est essentiel de s'exercer à l'autodiscipline. Une façon simple d'y parvenir consiste à se fixer de petits défis quotidiens. Passer une semaine sans consommer un certain type d'aliments. Limiter son temps passé sur les réseaux sociaux. Regarder un seul épisode d'une série au lieu de faire du binge-watching. Reporter un achat qui n'est pas réellement nécessaire. Ces exercices apprennent au cerveau à mieux gérer l'impulsivité et à renforcer la patience, des qualités essentielles à l'épanouissement personnel. Un autre avantage du renforcement du cortex préfrontal est qu'il permet de laisser plus de place à la divagation mentale. Les plus grands scientifiques, artistes et écrivains ont trouvé leurs meilleures idées dans des moments d'apparente inactivité. Aucune découverte majeure n'a vu le jour au cœur du chaos. Newton était allongé sous un arbre lorsqu'une pomme est tombée et a éveillé sa curiosité. Les philosophes grecs méditaient en se promenant dans les jardins d'Athènes. Les idées les plus brillantes naissent souvent dans ces instants de calme, lorsque le cerveau entre dans un état de relaxation et de créativité. Apprendre à tolérer l'ennui, entraîner la patience et récupérer du temps pour la réflexion sont des habitudes qui renforcent le cerveau et améliorent la qualité de vie sur le long terme. Nous vivons dans une époque où le stress et la surcharge d'informations ont pris le contrôle de nos vies. Notre système nerveux sympathique, conçu pour réagir à des menaces réelles, s'active désormais en permanence en raison des préoccupations modernes, le travail, les dettes, la surconsommation des réseaux sociaux. Résultat, une augmentation du cortisol, l'hormone du stress, qui dérègle notre organisme et nous maintient en état d'alerte permanent. Mais le stress n'est pas notre seul ennemi silencieux. Notre système de croyances, ces idées que nous prenons pour acquises, sur la manière dont la vie devrait être, influencent profondément notre perception du monde. Bien souvent,
Ce qui nous frustre n'est pas la réalité elle-même, mais nos attentes face à elle. Modifier ses croyances n'est pas facile, mais prendre conscience de leur influence peut nous aider à réagir avec plus de clarté face aux défis. Par ailleurs, notre cerveau est en perpétuelle évolution, et son efficacité dépend en grande partie des habitudes que nous cultivons. Le cortex préfrontal, responsable de l'attention, de la prise de décision et du contrôle de soi, s'affaiblit face aux gratifications instantanées. Le manque de patience, l'incapacité à tolérer l'ennui et la recherche constante de stimulation ont rendu de nombreuses personnes dépendantes d'expériences intenses, diminuant leur capacité de concentration et de maîtrise de soi. Mais de la même manière que le cerveau peut se détériorer, il peut aussi se renforcer. La neuroplasticité nous permet de créer de nouvelles connexions neuronales et d'améliorer nos capacités d'apprentissage. Lorsque nous cultivons la volonté, pratiquons la patience et entraînons notre esprit à différer, la récompense, notre hippocampe, la région responsable de l'apprentissage et de la mémoire, se développe et nous permet de mieux traiter l'information et de conserver une plus grande clarté mentale. Alors, comment reprendre le contrôle ? Grâce à de petits changements quotidiens. Pratiquer la respiration profonde pour apaiser le système nerveux. Entraîner sa volonté avec des défis comme réduire son temps d'écran ou éviter la gratification immédiate. Donner au cerveau le repos dont il a besoin en améliorant la qualité du sommeil. Modifier la façon dont nous nous parlons et remettre en question nos croyances limitantes. Retrouver du temps pour la réflexion et la créativité en nous éloignant de la surcharge numérique et en laissant notre esprit divaguer librement. L'attention est notre bien le plus précieux, c'est elle qui nous permet de nous connecter réellement à la vie. Le véritable problème n'est pas seulement le stress, la distraction ou la fatigue mentale, mais la manière dont nous choisissons de les gérer. Reprendre le contrôle et renforcer notre cerveau est possible, mais cela dépend de la décision que chacun d'entre nous est prêt à prendre. Et maintenant, quelle habitude êtes-vous prêt à changer pour améliorer votre bien-être ? Laissez votre réponse en commentaire, partagez ce contenu et likez s'il vous a parlé. On se retrouve dans le prochain épisode.